Iman et Itayo, au-delà du miroir. Grand 4. Extrait d'une étude sur les dernières avancées technologiques implantées dans le Grand Paris. Cas du rectile. Matériau inventé par le français Renaud Olivier au début des années 2100 et implanté dans tout Paris avant 2120 dans le but de remplacer toutes les surfaces réverbérantes existantes. L'article 17 de la nouvelle constitution de la ville fut rédigé dans la foulée, obligeant toutes les entreprises privées comme publiques à utiliser ce nouveau matériau sous peine de représailles. La menace fit son effet. En seulement quelques années, le rectile devint le nouveau matériau remplaçant vitres, carreaux et toute autre surface réfléchissante. La ville de Paris fit même construire une statue de l'inventeur érigée près de la Bibliothèque nationale de France, pour que son impact majeur sur la société soit connu de la postérité. Son invention fut d'ailleurs vendue à plusieurs pays ayant émis le souhait d'appliquer une politique anti-miroir. La peur au ventre, je pédalais avec la force du désespoir. Je tentais toutefois de ne pas paraître trop affolé, histoire de ne pas attirer l'attention. À chaque ruelle, je m'attendais à tomber sur une patrouille terrestre ou aérienne ayant pour mission de m'arrêter à des regards en coin, mais rien. Tout le long, l'absence de la voix de Dante me perturba, comme si j'avais perdu un membre. Là, tout de suite, dans l'urgence de la situation, l'entendre me rassurerait. Mais je devais faire sans, le temps du trajet. Réseau privé ou pas, mieux valait éviter les risques inutiles. Je bifurquai dans plusieurs allées et finis par arriver sur l'avenue de France, à quelques pas du secteur asiatique du 13e arrondissement de Paris. Essoufflé mais déterminé, je remontai la pente en suivant la ligne de bus, ma destination en tête. Je connaissais le coin par cœur. D'abord parce que j'y avais habité, ensuite car Dante et moi, nous y rendions dès qu'on voulait de la tranquillité pour jouer à des jeux illégaux ou bidouiller quelques serveurs. Bientôt, j'approchais du bon numéro de rue. Je roulais jusqu'à un restaurant vietnamien mentionnant en grosses lettres « Faux 17 » et arrêtais mon engin. Je le pliai puis pénétrai à l'intérieur avec. Dès que le propriétaire me vit, ses yeux pétillèrent et il se frotta les mains. Il savait que j'adorais sa soupe de nouilles. « 2 faux royaux avec boulettes et tripes ?» me demanda-t-il avec un grand sourire. J'acquiesçai avec autant d'affabilité et ajoutai : « Je vais garer le vélo. » Il fit oui de la tête et se mit au travail. Si le gérant ne s'étonnait pas que j'entre avec mon vélo, c'est parce que l'établissement avait une arrière-cour donnant sur un mini-complexe d'une dizaine d'appartements qui lui-même débouchait sur une autre rue. Et tout le monde savait que laisser sa propriété sur l'avenue de France était une mauvaise idée. Je me rendis donc sur place et garai ma bicyclette en quelques secondes avec les antivols adéquates, même si je ne risquais pas grand-chose de ce côté. Les habitants de ce petit parterre aimaient leur tranquillité et se montraient assez respectueux envers les biens d'autrui. Je revins ensuite dans le restaurant pour attendre ma commande. Bientôt, je fus servi et demandai à payer en espèces. Le gérant fronça les sourcils. « Pas de badge pour l'eau ?» Je secouai la tête. « Sûr ?» insista-t-il. Je réitérai ma réponse, comprenant son inquiétude. Au vu du prix de l'or bleu, seuls les avantages sociaux nous permettaient de vivre à peu près normalement. En gros, avec les quotas octroyés d'office par le gouvernement ainsi que ceux obtenus grâce au travail, on pouvait subvenir à ses besoins vitaux tant qu'on ne gaspillait pas une goutte. Très peu de gens achetaient donc
directement à boire, sous peine d'y laisser un bras ou deux. Pour ces 2 soupes de nouilles, par exemple, il m'aurait fallu déduire une demi-ration d'eau de mon badge personnel ou professionnel pour la portion liquide, et ne compléter qu'une quinzaine d'euros pour le reste, le faux restant l'un des plats les plus abordables de la ville. Si par contre je réglais le tout sans badger, il me faudrait compenser le facteur eau, ce qui reviendrait cher. Ok, se résigna-t-il avant d'annoncer le prix complet. Je faillis m'étrangler en entendant le montant. 52 euros. Un quart de litre me coûtait donc 37 euros. Je fis un rapide calcul mental. À 150 euros le litre, comme annoncé la veille au soir par la Bourse de Paris, cela semblait correspondre. Je déglutis avec peine. J'avais de quoi payer, mais n'ayant encore jamais eu à acheter de l'eau, j'avais oublié à quel point c'était exorbitant. Je lui tendis les billets avec un sourire crispé, consciente que je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas me faire tracer. Plus de transactions informatiques donc. Je le remerciai en récupérant ma commande et sur un dernier signe de main, me rendis dans l'arrière-cour en faisant mine d'aller enfourcher mon vélo. Sur place, je bifurquai sur la droite. Prenant soin de vérifier qu'il n'y avait pas de caméra, je m'engouffrai dans le hall du plus petit des bâtiments. Je tapai le code d'entrée avant de prendre les escaliers jusqu'au premier niveau. Là, je me dirigeai vers l'appartement numéro 13 et toquai exactement sur un rythme particulièrement connu seulement de Dante et de moi. Puis j'attendis. Au bout de quelques minutes, la porte s'entrebâilla et le visage de Dante m'apparut. Je brandis les 2 bols de faux. « Livraison !» Il me laissa entrer. Dès que je fus à l'intérieur et qu'il eut refermé derrière moi, je soufflai, me rendant compte que je tremblais comme une feuille. Dante me frotta les bras. « Ça va aller. » Il me prit la nourriture des bras, des mains, et la posa sur la table. « Tu viens t'asseoir ?» J'obéis sans réfléchir, m'affalant sur le sofa à ses côtés. La pièce était comme d'habitude, épurée mais confortable. J'adorais tout particulièrement la peinture rouge sur les murs, ma couleur favorite. Ensuite, il y avait évidemment les serveurs qui traînaient dans un coin et qui nous avaient régulièrement permis de passer des heures dans le high-net à faire des bêtises. Après mon lit, il s'agissait de mon 2e endroit préféré au monde. D'autant plus que je m'y trouvais toujours avec Dante. « Ça va ?» s'inquiéta-t-il. Je parvins à balbutier. Ma gorge se noua, mes yeux se mouillèrent, je me retins toutefois de pleurer et murmurai, plus pour moi-même qu'autre chose. « Je ne peux plus rentrer chez moi, n'est-ce pas ?» J'osais à peine me retourner vers Dante pour le voir acquiescer. Je soupirai, me retenant d'éclater en sanglots. Tout ceci était de ma faute. Qu'est-ce que j'avais été conne. Et maintenant, que deviendrait mon père ? Dante posa sa main sur la mienne, me faisant sursauter. Il la retira aussitôt, et je regrettai mon réflexe. J'aurais bien aimé qu'il la garde un peu plus longtemps, j'avais besoin d'être rassuré. À la place, je me raclai la gorge. Ah, à quel point c'est grave ? Sans répondre, Dante dégaina sa tablette et lança une vidéo. Je reconnus la rediffusion du JT que j'avais surpris en chemin. Il parlait de mon intrusion de la veille, du nombre de lois que j'avais brisées en pénétrant dans la tour Montparnasse, interdite d'accès au public depuis quelques années, du fait qu'il recherchait encore les raisons de mon acte tout en me traquant. Ils diffusèrent quelques photos de moi sur lesquelles on ne voyait jamais mon visage. Une bouffée d'espoir m'envahit lorsque le journal s'acheva sans autre révélation. Il n'avait pas mentionné mon double et ne savait pas à quoi je ressemblais. Je pouvais donc m'en tirer. Dante ne sembla pas aussi optimiste.
Sa mine crispée à la fin de l'émission calma mes ardeurs. « N'est-ce pas une bonne nouvelle ?» l'interpellai-je, inquiète tout d'un coup. « Ils n'ont pas grand-chose sur moi, finalement. » Il soupira avant de me regarder droit dans les yeux. « Écoute, Vin, personne n'est censé savoir qu'un miroir se trouvait dans la tour. Je n'ai trouvé ça que parce que je fouine un peu trop à des endroits où je suis pas censé aller, ce qui veut dire que... Ça veut dire qu'ils ne révéleront pas au public la nature de mon crime, complétai-je après réflexion, sous peine de devoir expliquer pourquoi il gardait un miroir dans la tour. Il acquiesça. Donc ils savent. Il opina à nouveau du chef, et ajouta : Ce n'est pas tout. Je pense qu'ils ne vont pas tarder à découvrir ton identité. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? J'ai évité toutes les caméras et fait attention à n'utiliser que les angles morts. Oui, mais est-ce que ton double aura pensé à ça ? J'ouvris la bouche en réalisant la portée de ses propos. Je l'avais oublié. Elle me ressemblait presque trait pour trait. Si elle n'était pas aussi habituée que moi à éviter les caméras, qui alimentaient régulièrement les réseaux sans l'accord de la personne filmée, elle se ferait sûrement prendre. Je me mordis la lèvre, la situation était critique. Ça, ce sont les mauvaises nouvelles, précisa alors Dante. Les bonnes maintenant. Je me tourna vers lui. Parce qu'il y en a de bonnes ? Son visage s'illumina d'un sourire et je l'imitai presque aussitôt. Dante avait ce genre de pouvoir sur moi. À cet instant, je me demandais, d'ailleurs, pourquoi il ne s'était jamais rien passé entre nous. Était-il homosexuel ou juste bloqué par sa timidité ? Et puis en avais-je réellement envie ? La réponse me vint spontanément et le sang me monta aux joues. Pourquoi pensais-je à ça maintenant ? Peut-être parce que la situation me rappelait que Dante avait toujours été là et que le perdre me serait insupportable. Déjà, à notre rencontre, sa singularité m'avait touché. Du haut de mes 18 ans, j'intégrais tout juste la compagnie avec un contrat à durée déterminée. Chose très rare pour les candidats de mon âge, sans diplôme universitaire de surcroît. Mes collègues, beaucoup plus âgés, me regardaient de travers, refusaient de manger avec moi, m'ignoraient et me mettaient des bâtons dans les roues au travail. 4 semaines plus tard toutefois, tout changea. Dante débarqua dans le bureau, fraîchement muté dans ce département pour une mission de 2 ans. Dès son arrivée, il s'installa près de moi et tout naturellement me tendit la main. « Moi, c'est Dante. Et toi ?» Au début, son amabilité me prit au dépourvu, tant j'avais été habitué à mon isolement. Quand il constatait que je le scrutais sans réagir, il se gratta la tête. « Désolé, je ne voulais pas t'embêter. Je ferais mieux de travailler. » J'aurais pu m'excuser, mais je n'en avais rien fait. J'avais beau apprécier le geste, quelque chose me disait que ce n'était pas réel, qu'il s'agissait d'une ruse. Aussi m'étais-je de nouveau enfermé dans mon quotidien. La semaine suivante, le destin en décida autrement. Ce jour-là, je savourais ma ration quotidienne de café lorsqu'un collègue me poussa délibérément, renversant ma collation au sol. J'insultai le coupable, le menaçant de tous les maux, mais il fit mine de ne pas comprendre et s'en alla, me plantant là, frustré et en colère. C'est alors que Dante apparut, sa propre boisson chaude en main. « Je t'offre le mien ?» Je le fixai avec suspicion, ce qui le fit ricaner. « Promis, je n'y ai rien mis, regarde. » Il prit une gorgée, puis me tendit la tasse sans se rendre compte qu'il venait d'empirer la situation. Il n'était pas question que je boive après lui dans le même verre. « Alors, tu vois, je ne cherche pas à t'empoisonner, plaida-t-il, tout sourire. Son air candide me toucha cette fois. Je sentais qu'il essayait réellement d'être gentil. Aussi je me détendis et lui répondis sur le ton de la plaisanterie. « Merci de ne pas vouloir m'empoisonner, mais comment dire ? Tu as déjà bu dedans et on ne se connaît pas. Comment puis-je être certaine que tu n'as aucune maladie contagieuse ? » Je m'attendais à ce qu'il rigole en se rendant compte de sa maladresse, mais à la place, il fouilla son sac et en sortit un carnet tout soin, ou CTS,
qu'on ne pouvait acquérir qu'après avoir réalisé dans un centre spécialisé des centaines de tests très avancés qui détaillaient absolument toutes les petites anomalies de notre corps que notre corps trimbalait, des allergies aux éventualités d'un cancer. Je ne connaissais personne ayant jamais obtenu un CTS. Déjà parce que cela coûtait cher, ensuite parce qu'il fallait être paranoïaque pour requérir un bilan de santé aussi complet avant la quarantaine. Je le fixai donc pendant une bonne minute, incrédule, puis j'éclatai de rire. Lui, perdu, demanda : « Tu ne veux pas le consulter ? » Je me tenais encore le ventre quand je lui répondis : « Non, ça va aller, je te crois. » Lorsque mon hilarité s'estompa enfin, je pris le café. Le bus avec joie et le remerciai longuement. Je le trouvais étrange, mais sa bizarrerie me plaisait.